Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Dans les yeux qui vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui façonnent la Franche-Comté avec des parcours inspirants. Pendant 25 minutes, nous plongeons dans leur histoire, leur combat et leur réussite. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en studio à Besançon avec Nancy Djokoto-Pomenia. Elle a publié un livre qui s'intitule Elikem l'Afropéenne, une autofiction qui met en lien l'Afrique et l'Europe. Aujourd'hui, je me plonge dans les yeux de Nancy. Des histoires authentiques, des tranches de vie. Dans les yeux par Chloé Vernet. Bonjour Nancy. Bonjour Chloé. Alors vous avez 40 ans, vous êtes née, vous avez grandi à Dole dans le Jura. D'abord, quels souvenirs vous gardez de votre enfance en Franche-Comté ? J'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance, que ce soit des souvenirs joyeux, d'autres beaucoup moins joyeux, des souffrances, de l'amour, de la joie, des amitiés. C'est vraiment un mélange hétéroclite. Et j'ai notamment beaucoup de souvenirs de ma grand-mère qui nous préparait de bons petits plats franc-comtois. Si vous voulez, je peux vous lire rapidement un petit passage. Allez-y. Donc, ma mamie, gardienne du temple de la gastronomie franc-comtoise, perpétuait la tradition. Nous partageons son amour en nous concoctant lors des repas de famille gargantuesques une ribambelle de petits plats de toutes sortes. Femme au foyer, c'était une personne attentionnée, très gourmande à la santé fragile, avec laquelle j'aimais beaucoup jouer au Scrabble. Poulet au vin jaune, fondu au vieux comté, lapin en sol et pommes rissolées, gigot d'agneau pascal sur lit de flageolets agrémentaient joyeusement les fêtes de famille, sans oublier la ronde des fromages composée de cancoyotes, comté, Morbier, Mont-d'Or, et qui va sans dire se dégustait accompagné d'un bon verre de Bourgogne ou du Jura. Les repas s'achevaient sur une note sucrée, bien souvent par un clafoutis au pruneau, un framboisé, un vacherin ou encore une tarte à la myrtille. Donc ça fait partie des souvenirs plus joyeux. Et bien évidemment, il y a aussi des souvenirs liés à cette quête et cette crise d'identité. Parce que donc effectivement, vous êtes née d'une mère française, d'un père ghanéen, c'est bien ça. Est-ce que donc dès l'enfance, vous avez ressenti ce mal d'identité, cette recherche d'identité ? Comment vous avez vécu d'avoir cette double culture ? C'est un questionnement qui est venu progressivement. Au début, je n'en avais pas du tout conscience que j'étais différente. J'en ai pris conscience quand j'étais en train de jouer à la récréation dans mon école, voilà, au collège de l'Arc. Et j'ai une petite fille à un moment donné on se disputait et tout, et à un moment donné, elle me dit « Retourne dans ton pays ». Et là, bam, c'est là que je suis devenue une petite fille différente avec des origines extra-européennes, alors qu'auparavant, je n'avais absolument pas conscience de ça. Comment vous réagissez à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe en vous ? Quand elle vous dit ça, c'est très violent quand même. C'est très violent parce que j'en parle encore aujourd'hui et ces mots restent vraiment gravés dans mon cœur, dans mon âme. Et donc, pour une petite fille, c'est très, très perturbant. D'autant plus qu'à l'époque, je n'avais pas mon papa à mes côtés. Donc, je ne connaissais pas du tout mon origine ghanéenne. Et donc, forcément, ça a commencé à soulever tout un tas de questions auxquelles j'ai cherché des réponses pendant une bonne partie de mon parcours. Donc, vous m'avez parlé de votre grand-mère qui vous a fait découvrir la formidable cuisine franc-comtoise. Exactement. Mais donc, vous avez grandi plutôt en ayant la culture française. Alors, vous n'avez pas tout de suite découvert votre culture africaine. Tout à fait. J'ai grandi pleinement avec la culture franc-comtoise et d'ailleurs j'aimerais en profiter pour rendre un hommage à ma maman qui s'est beaucoup occupée de moi et à toute ma famille franc-comtoise. Donc j'ai grandi dans cet environnement rural, franc-comtois, daulois. et donc, c'est vraiment progressivement que j'ai reconnecté aussi avec l'Afrique, avec mes origines africaines, au fil de mes voyages, au fil de mes lectures et au fil de mes rencontres. Donc effectivement, pendant vos études, vous partez en Erasmus, en Hollande, c'est bien ça. Donc là-bas, j'imagine que vous rencontrez plein d'étudiants étrangers. Est-ce que c'est aussi à partir de ce moment-là que vous avez envie de vous reconnecter donc à vos origines africaines ? En fait, c'est venu avant. Disons que j'avais envie d'aller en Erasmus pour apprendre l'anglais. Justement, de nouveau, parce que je voulais être capable de parler avec ma famille du Ghana.
parce que j'étais allée au Ghana et j'avais du mal à interagir avec les membres de ma famille. Et donc, je me suis dit, tiens, si je vais en Erasmus, je vais pouvoir développer ces capacités pour continuer ma reconstruction et pouvoir être capable d'échanger avec les membres de ma famille. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite après ces voyages, après ces nombreux voyages ? Alors, Erasmus, ça a été vraiment le facteur déclencheur de toute de ma construction en tant que citoyenne du monde. Parce que là, j'ai vraiment eu une des plus belles années de ma vie, si ce n'est... on va pas dire la plus belle, parce que j'ai quand même mes enfants qui sont nés. Donc voilà. Mais en tout cas, ça a été une très, très, très belle année. J'ai découvert des personnes qui venaient du monde entier, qui étaient tous un petit peu finalement d'ici et d'ailleurs. Et ça m'a permis vraiment de découvrir une diversité joyeuse, une diversité au-delà des traumatismes historiques qui peuvent encore influencer nos rapports actuellement en France. Et donc, ça a vraiment été révélateur pour moi aussi mon envie de travailler pour la diplomatie internationale et de découvrir le monde. Alors justement, on va parler de votre parcours, de vos études. Vers quoi vous vous orientez alors après vos voyages? Vers quelles études? Après mes voyages, j'ai fait des études de droit à la base, donc parce que je voulais faire sciences politiques, mais je ne me sentais pas légitime pour le faire. Donc, pourtant j'étais une bonne élève, mais je me sentais pas légitime pour faire sciences politiques. Donc, je me suis beaucoup interrogée par rapport à ce que je voulais vraiment faire en tant que femme, parce que j'ai eu un cours de sociologie par Pierre Bourdieu, avec l'auteur Pierre Bourdieu, et j'ai pris conscience. Je me suis posé la question, est-ce que je voulais faire assistante sociale? Et je me suis dit, est-ce que c'est parce que finalement, tu as été socialisée en tant que femme pour devenir assistante sociale, parce que voilà, on parlait de la définition genrée aussi des choix des études. Ou alors est-ce que c'est vraiment une envie profonde? Et donc à la fin de ma réflexion, je me suis dit non, je vais faire droit, je vais faire du droit. Et j'étais partie pour un master en droit des affaires. Mais finalement, après Erasmus, justement, j'ai décidé de poursuivre mes rêves et donc j'ai quitté le droit des affaires pour quelque chose qui, à la base, était un peu moins rentable, les droits de l'homme. Mais ça partait vraiment de mon éducation. D'ailleurs, j'ai grandi dans la tradition chrétienne, dans un milieu populaire, et ça correspondait vraiment à mes valeurs humanistes, le fait de faire un master en droit de l'homme. Il fallait que ça corresponde à vos valeurs personnelles. Exactement, il fallait que ça vibre, que j'ai cette impression que le métier que je choisisse corresponde aux valeurs qui vous étiez voilà, aussi. C'est ça. Alors, vous avez travaillé pendant une quinzaine d'années sur le partenariat entre l'Europe et l'Afrique. En quoi consistait exactement votre travail? Donc, mon travail consistait à faire beaucoup de coordination. Donc, j'ai travaillé d'abord... j'ai commencé à travailler au Conseil de l'Europe. Donc là, c'était plus pour assister à des conférences, mettre en lien des acteurs. Justement, c'était les institutions nationales des droits de l'homme, pour voir comment elles pouvaient collaborer entre le Sud et le Nord. Donc, je travaillais aussi sur une conférence sur migrants, acteurs et vecteurs du dialogue interculturel, si je me souviens bien. Et après, l'ambassade de France, donc là c'était plutôt milieu expat, genre on se plonge complètement dans l'univers de la relation entre l'Afrique et l'Europe. Je raconte un petit peu comment je me positionne d'ailleurs dans ce milieu d'expatriés dans le livre. Et puis après, donc la majeure partie de ma carrière c'était pour l'Union européenne, et donc mon travail ça consistait à coordonner les acteurs, parce qu'il y a beaucoup de directions générales au sein de l'Union européenne. Et donc, c'était contribuer les contributions de toutes ces directions dans le dialogue avec la partie africaine, faire les briefings pour les commissaires, voir les messages clés à passer, organiser les missions, les venues, les conférences internationales. C'était un peu tout ça. Ça vous plaisait ?
J'adorais. Ouais. J'ai beaucoup aimé. J'ai travaillé aussi sur l'architecture de paix et de sécurité africaine, aussi à l'ambassade de l'Union européenne en Éthiopie. Donc c'était vraiment trouver les moyens pour les Africains, pour le continent africain, de prendre en charge sa propre sécurité. En appui de l'Europe. Donc c'était pas le faire à leur place, mais les accompagner dans leur processus de stabilisation, parce que la sécurité était considérée comme indivisible. Donc si l'Afrique était en sécurité, forcément l'Europe aussi. Et ça régulait le monde. Et donc j'ai travaillé aussi pour la mission de l'Union africaine en Somalie, comme assistante spéciale là-bas. Donc c'est une grosse mission de 20 000 personnes avec beaucoup de soldats, des hommes, des militaires, des policiers, des civils aussi. Et donc là, c'était coordonner plutôt les composantes de la mission de l'Union africaine en Somalie, accompagner le chef de mission dans les missions genre à New York, au Conseil des Nations Unies, au sommet de l'Union africaine avec les chefs d'État, aller à la State House en Ouganda, voir le président et passer des messages. Enfin voilà, c'était un peu ça. Ouais, donc déjà un très très beau parcours. Merci. Et est-ce que le fait d'être une femme, d'être métisse, ça vous a posé parfois des problèmes? Ou au contraire, vous avez senti que ça n'a jamais été un frein dans votre parcours? Ça a été très dur en tant que femme métisse de trouver ma place. J'y ai laissé quelques plumes d'ailleurs. Après la Somalie, j'ai fait quelques petits passages en hôpital psychiatrique. Bon, premièrement, il y a la phase numéro 1 où on n'a pas conscience du tout. On est dans les études, on est comme tout le monde, voilà. Il y a la phase numéro 2 de la prise de conscience, où là on se dit « Ah, mais attends, en fait, finalement, j'ai quand même une certaine place dans le monde qui n'est peut-être pas celle que j'avais cru être. » Donc ça, c'est le traumatisme après la fin de la mission en Somalie, où j'ai subi quand même beaucoup de misogynie. Et puis le fait d'être aussi à moitié blanche. Enfin, j'aime pas trop catégoriser ça comme ça, c'est un peu bizarre. Mais le fait, en tout cas, d'avoir une origine européenne, ça a amené des suspicions de ce côté-là. Mais l'inverse est aussi vrai. Je veux dire, quand on est métisse, à la fois, les gens, ils sont, comment dire, un petit peu... vous êtes curieux. toujours un peu l'étranger de quelqu'un, ouais, c'est ça. Donc, en positif comme en négatif, quoi. Donc, et puis, la troisième phase, c'est après cette prise de conscience de la place dans le monde qui n'est pas forcément... Enfin, où on a l'impression d'être vraiment en bas de l'échelle, c'est comment maintenant... à partir de ce moment-là, j'essaie de prendre ma place et de ne pas me mettre là où on m'a mis et de prendre la parole pour dire que ma voix est aussi importante, que la parole d'une femme métisse dans la société actuelle est importante, je pense, pour la préservation aussi d'un environnement plus humaniste, ouvert sur le monde, et voilà. Donc... c'est comme ça que j'écris ce livre, en fait. Voilà, donc un très beau parcours qui n'a pas été sans complications, mais vous vous êtes battu. Et vous avez écrit ce livre dont on va parler dans la seconde partie de l'émission, juste après une pause musicale que vous avez choisie. On écoute Terre inconnue de Kenan. Parfois j'aimerais savoir d'où je viens, qui sont mes ancêtres, à quoi j'appartiens. Quand j'étais petit, je n'ai pas compris le regard des autres et le sens de ma vie. Je n'ai pas connu mon père et lui ne m'a pas reconnu. Lui qui venait de cette terre où les premiers hommes ont vécu. J'ai grandi aux côtés de ma mère, à qui je dois beaucoup, et qui a su rester fière quand certains me prenaient pour un fou. Oh, oh, ma terre inconnue, un jour je viendrai pour toi.
oh, oh, ma terre inconnue. Un jour je saurai me rendre chez toi. Moi j'ai grandi en France, où les belles choses ont un prix. J'ai appris le coup de la tolérance et la valeur des amis. J'ai longtemps voulu connaître l'autre moitié de mes ancêtres. Alors un jour je suis parti. Dans les yeux, Chloé Vernet. Et on poursuit notre émission Dans les yeux sur RCF. Je me plonge dans les yeux et dans le parcours de Nancy Jokoto Pomenia. Alors Nancy, c'est vous qui avez choisi cette pause musicale. Pourquoi ce choix ? Je pense que tout est dit dans le titre Terre inconnue. C'est-à-dire qu'il y a tout cet imaginaire qui se joue autour de cette terre inconnue que l'on ne connaît pas et qu'on aimerait découvrir. Donc on s'imagine plein de choses, on se demande à quoi elle ressemble, parfois on la fantasme, parfois on l'adule, parfois on en a peur. Et c'est pourquoi j'ai choisi cette chanson. Écrite en plus, composée par un franc-comtois. Ah, bien évidemment. on reste franc-comtois, on reste local. Donc vous nous en parliez juste avant cette chanson. Vous avez publié un livre sorti en 2023 qui s'appelle Elikem l'Afropéenne. Est-ce que vous pouvez nous le résumer rapidement ? De quoi ça parle ? Ça parle d'une jeune femme en crise d'identité qui part à la recherche de son autre soi et à travers toute une série d'aventures finit par se retrouver et à se dire qu'elle se considère comme afro-européenne dans toute sa diversité, de s'accepter dans toute sa diversité et de s'aimer, de célébrer sa diversité. Ça parle de vous. C'est une autofiction, c'est fortement inspiré de mon histoire, on va pas se mentir, mais il y a quand même certains passages qui sont imaginaires, et au-delà de mon histoire, ce qui m'importait le plus, c'était vraiment le message à passer sur le métissage et le fait de dire aux jeunes qui nous écoutent, qui sont métis, que ils doivent être en tout cas, pour être facteur de changement, je pense que c'est bien de s'interroger d'abord sur ce qu'on peut changer à l'intérieur de soi, changer l'image que l'on a de soi pour que les autres changent l'image qu'ils ont de nous-mêmes. Donc, je pense que c'est vraiment l'objet du livre, c'est vraiment d'amener tous ces jeunes, peut-être aussi des cités, qui nous écoutent, de se dire que leur métissage, c'est un peu comme un diamant brut, peut-être qu'ils n'ont pas découvert, on leur a peut-être fait croire que c'était une tare, mais que au final, transformé et poli, le métissage, ça peut vraiment être quelque chose de vraiment génial une fois qu'on est vraiment bien dans sa peau, qu'on a découvert de là où on venait, qu'on accepte aussi pleinement son origine européenne. Et ça, je pense que c'est très important de le dire, que c'est pas parce que certaines personnes considèrent qu'on ne l'est pas qu'on doit, par réaction ou par colère, dénier une partie de soi-même, et que cette acceptation pleine et consciente de soi-même, de qui on est en tant que personne métisse, qui fait qu'on peut devenir ensuite ambassadeur et porteur d'un message de paix et de réconciliation. Aujourd'hui, pour vous, votre métissage est une vraie richesse. Oui, totalement. J'adore, je trouve que j'ai énormément de chance maintenant que j'ai fait la paix avec mon passé, le fait de savoir d'où je viens, de connaître mes origines ghanéennes, mais tout aussi de célébrer aussi mes racines franc-comtoises à 100%, d'être très fière aussi d'être doloise, jurassienne, franc-comtoise, de ne pas jouer forcément un rôle aussi par rapport à mes origines sociales. Moi, je viens plutôt d'un milieu populaire à la base. Et donc, cette acceptation de soi-même et de sa diversité est, à mon avis, la première étape pour pouvoir trouver sa place. Qu'est-ce qui a été déclic pour vous dans l'écriture de ce livre ? Le déclic, ça a été quand j'ai été menacée de mort en Somalie. Ça allait très loin. Ouais. Ma quête, elle a allé très 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 loin. Je suis allée même jusqu'à me mettre en danger dans une zone de guerre, en voulant absolument retrouver ses racines.
Et d'ailleurs, ça me fait penser à certains jeunes qui parfois sont recrutés par des réseaux douteux pour les amener à amener certaines actions violentes. Je pense à eux notamment. Et donc cette quête est tellement, comment dire, violente et il y a tellement de souffrance derrière que on peut vite se détruire et s'y perdre. Et donc quand je suis revenue alors que j'allais chercher mes racines et que j'avais l'impression finalement de nouveau de ne pas être acceptée, c'est à ce moment-là que je me suis dit soit je baisse les bras, soit si le monde n'est pas fait pour moi, alors je contribue à le changer en écrivant ma propre histoire. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai écrit ce livre, en imaginant le futur que j'aimerais voir se passer à l'avenir. Donc vous l'avez dit, hein, il y a cet objectif de porter des messages, de toucher aussi les jeunes qui pourront se reconnaître aussi dans votre histoire s'ils ont plusieurs nationalités, plusieurs cultures. Est-ce que vous, l'écriture de ce livre, ça a été un peu une thérapie de votre côté? Ça vous a fait du bien? Oui, complètement. Ce livre, ça a été un travail autothérapeutique et je le conseille d'ailleurs à beaucoup de gens de l'effectuer parce que ça permet de mettre en perspective certains aspects de son histoire et ça permet de raconter de nouveau son histoire à sa manière et de se réapproprier son histoire. Alors ce livre, donc vous allez le présenter à Dole, hein, donc dans votre département, vous revenez aux sources. Et puis vous étiez récemment dans un lycée, vous êtes retourné au lycée Naudier où vous avez fait votre scolarité pour le présenter, pour en parler avec des jeunes. Comment ça s'est passé alors? Ah, c'était génial. Bon, alors déjà j'étais très émue quand je suis rentrée dans le lycée parce que j'ai plein de souvenirs qui sont remontés. J'avais l'impression d'être de retour 25 ans en arrière. Et là, de voir les murs en pierre, les vieilles armoires, les odeurs, voilà. J'ai remonté le temps totalement. Et donc, j'ai échangé avec des jeunes à propos du livre. Il y avait aussi beaucoup de la dimension féminine de mon parcours aussi qui a intéressé les élèves. On a parlé beaucoup du plafond de verre. Et notamment, par exemple, je leur ai dit que, en fait, bon, soit on est toujours à dire oui, c'est à cause d'eux que j'ai pas ma place, même si on va pas non plus, éluder la responsabilité de la société, mais on est le premier facteur de changement. Je pense qu'on a une force intérieure incroyable, et dès l'instant où on pense qu'on peut, évoluer et trouver la place qu'on veut, on peut y arriver. Et j'ai été bouleversée par une petite jeune, une jeune femme qui s'appelle Yasmine. D'ailleurs, Yasmine, si tu nous entends, je te fais un petit coucou. À qui j'ai dédicacé mon livre à la sortie. Elle est venue et elle s'est mise à éclater en sanglots. Mais bon, je veux pas dire... Et donc, elle m'a parlé un petit peu de son parcours à elle et de sa difficulté peut-être aussi de trouver sa place en tant qu'elle est d'origine marocaine. Donc, tous ces questionnements par rapport au fait que sa maman, je pense, l'a beaucoup élevée dans la culture française, donc elle connaît pas forcément son côté marocain. Et donc, je pense que ça a été chouette, cet échange pour elle aussi. Peut-être que ça lui donnera certaines idées et qu'elle en trouvera aussi, elle trouvera ses propres solutions. Mais du coup, ça m'a vraiment touchée, quoi, parce que je me suis dit, tiens, ça se trouve, ça aurait pu être moi, cet élève à l'époque, et si j'avais quelqu'un qui était venu me dire comment elle avait trouvé certaines solutions, je pense que ça m'aurait vraiment aussi aidé, je pense. Donc c'est assez incroyable parce qu'aujourd'hui, vous arrivez à aider des jeunes. Ouais, ça c'est chouette. J'avoue que des fois, j'ai même des mamans d'enfants métis qui viennent me voir et qui me disent merci, il faut absolument que vous parliez à ma fille, elle sait pas trop où elle est, où est-ce qu'elle en est, comment vous avez fait, est-ce que vous pouvez partager votre expérience? J'ai pas les solutions à tout, bien évidemment, mais c'est le fait d'en parler ensemble qui permet de trouver des solutions ensemble. Et en tout cas, je trouve que c'est bien d'amener ce sujet du métissage sur la table, parce qu'au final, on est tous un peu métissés, c'est ça la vérité. Et le fait de toujours vouloir mettre les gens dans des cases, je crois que c'est vraiment une déformation de notre cerveau. Et donc, on analyse le monde en cases, les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, alors que tout est vraiment imbriqué et mélangé. Et cette casification du monde, je la trouve très dangereuse parce qu'elle est porteuse parfois de violence et d'opposition
qui n'ont pas de lieu d'être. Par exemple, mon père est noir, enfin marron foncé, parce que noir non. Et mon fils, il a la peau très pâle. Donc tout ça, c'est des constructions qui nous empêchent de vivre ensemble. Et ce combat que je fais aujourd'hui, je le fais aussi pour mes enfants qui ont la peau claire, parce que je n'ai pas envie qu'ils aient à subir ces traumatismes historiques, émotionnels, qui les empêchent de construire le monde de demain. Je trouve qu'on est en train de leur transférer nos problèmes, le problème des anciennes générations. Laissons-leur la possibilité de construire leur propre monde en évitant de leur transférer toutes ces peurs, toutes ces colères, toutes ces jalousies, toute cette haine. Et donc, c'est un petit peu ça aussi le message que j'ai à passer aujourd'hui. C'est un très beau message de paix. Merci. Et votre livre, alors quelle est la suite? Je crois qu'il va avoir une seconde vie. Il y a le projet de le rééditer, c'est ça? Exactement. Donc, je vous tiendrai informé sur mes réseaux sociaux. Donc, c'est Elikem Afropen. Et il sera réédité prochainement, mais je dirai plus tard avec quelle maison. Voilà, il faudra aussi vous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir la date. Je vais terminer par une dernière question. Nancy, peut-être la plus compliquée ou pas, vous allez me dire, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que vous vous êtes trouvée? Je pense que j'ai trouvé une partie de moi-même, mais qu'en fait la conclusion de mon livre, c'est que ce qui était important, c'était finalement pas de me connaître moi-même, c'était de trouver ma place. Je pense qu'aujourd'hui j'ai trouvé ma place, qu'elle est en perpétuelle évolution, et que finalement c'est chouette de pas forcément se connaître complètement, parce qu'on apprend toujours à se découvrir au fil du temps. Et on apprend à se connaître effectivement tout au long de sa vie. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Nancy Djokoto Pomenia pour ce très beau témoignage, pour votre beau message aujourd'hui sur les ondes d'RCF. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de Dans les yeux.